Bienvenue dans le débat de France 24. Il reste donc en poste malgré l'échec. Joachim Löw est confirmé en tant que sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, tout comme Angela Merkel comme chancelière. Remarquable stabilité d'un pays qui traverse en ce moment une zone de turbulence en football comme en politique. Un sport qui peut jouer à plusieurs, ils sont souvent très nombreux même, mais à la fin, c'est toujours Merkel qui gagne. Cette fois tout de même au prix d'un renoncement, sa politique d'accueil des migrants, c'était la condition pour faire rester son turbulent allié bavarois Horst Seehofer. Le ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs montré satisfait hier. Nous avons trouvé un accord clair entre nos deux partis conservateurs. Nous avons également trouvé une solution durable. Je continuerai donc à servir comme ministre de l'Intérieur. Avec cet accord, nous pourrons maintenir l'esprit de partenariat au sein de l'Union européenne et nous organiserons la migration secondaire, ce qui était très important pour moi. Aujourd'hui, je pense que nous avons trouvé un bon compromis après des jours de négociations difficiles. C'est exactement ce qu'on va faire. Nous allons construire des centres de transit en Allemagne et nous renverrons les migrants dans leur pays d'origine avec l'accord de ces pays. Un accord en Allemagne, oui, mais pour combien de temps et surtout à quel prix pour l'Europe? On en débat avec vous. Pascale Joannin, bonjour. Vous dirigez la Fondation Robert Schuman, directrice générale de cette fondation. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Stéphane Simons, correspondant du Der Spiegel Online, Michel Weinachter, maître de conférence à l'Université de Cergy-Pontoise, et puis avec nous en duplex de Strasbourg, Ingeborg Gressle, députée allemande, eurodéputée allemande de la CDU. Merci d'être avec nous. Est-ce que pour vous, Angela Merkel est désormais sauvée, confirmée, assurée de rester chancelière dans la durée? Je ne crois pas qu'elle était menacée de ne pas l'être. Elle est élue et les procédures sont claires à partir de notre Constitution. À mon avis, c'était un débat absolument inutile et un débat qui a endommagé la réputation de l'Union et la réputation de ce gouvernement. Et c'est vraiment à déplorer. Oui, elle garde aussi son ministre de l'Intérieur. Vous pensez que Horst Seehofer, lui aussi, va rester sur toute la durée du mandat? Vous savez, c'est un des trois partenaires de cette coalition. Donc, chaque parti est indépendant des personnes. Alors, c'est à eux d'envoyer des personnes au gouvernement dont la CSU a décidé de maintenir, de refuser l'offre de Seehofer de prendre sa retraite. Bon, on verra si c'était une bonne idée. Je crois que tout ce débat était hautement nocif pour l'image de l'Union, pour l'image de la CSU d'abord. Et je regrette vraiment ce qui a été parce qu'on ne voit pas les succès de la politique migratoire en Europe et le succès d'Angela Merkel et de la CSU elle-même. On a réduit la migration vers l'Union européenne de 95%. On ne sait pas qu'avec 5% des chiffres d'antan. Alors je crois qu'il y a beaucoup de succès. On a maintenant un droit européen, on a une coopération qui marche, on a des lacunes qu'on remplisse. Alors on a tant de succès et maintenant la CSU fait semblant comme si on était encore en l'an 2015. Ça, c'est vraiment une grave erreur politique. Je crois aussi que la CSU, on avait un sommet européen, Angela Merkel a eu des résultats formidables et la CSU n'a même pas pris note des succès, n'a même pas pris note de la coopération européenne et aussi des États qui étaient prêts à faire quelque chose pour lutter contre la migration secondaire au sein de l'Union européenne par les demandeurs d'asile. Là, on avait des succès formidables depuis dimanche et la CSU a fait semblant comme si rien n'avait été. C'est vraiment, vraiment très dommage. C'est cela, Michel Weinachter, que n'a pas voulu voir l'allié bavarois d'Angela Merkel, que la politique migratoire conduite par l'Allemagne est un succès? Alors en fait, effectivement, dans votre présentation, il est dit que Merkel accepte de changer sa politique migratoire, mais ça fait très longtemps qu'elle l'a changée. Il y a eu la phase aiguë de 2015, et ensuite, petit à petit, tout au long de l'année 2016, il y a eu énormément de mesures législatives. Il y a eu aussi l'accord avec la Turquie, quoi qu'on en pense. Il y a eu aussi la fermeture de la route des Balkans, etc. Et de fait, en Allemagne comme en Europe, on est à un moment où tous les chiffres l'indiquent. Les mouvements migratoires vers l'Europe ont diminué entre 80 et 90%. Donc la réalité
réalité, c'est que c'est une crise purement politique d'une Bavière qui est déjà en campagne électorale. Il y a des élections régionales en Bavière le 14 octobre. Et tout ça se double d'une dégradation extrêmement forte des relations personnelles entre Merkel et Seehofer depuis un bon moment. Et il a traité la chancelière ces dernières semaines avec une virulence, une brutalité et dans un style et sur un ton qui choque profondément la majorité des Allemands. Et en réalité, c'était donc devenu une querelle personnelle. Angela Merkel est allée très loin dans les concessions à l'égard de Horst Seehofer, puisque le plan migratoire qu'il présente comporte 63 points, qu'elle en a accepté 62, et que M. Seehofer a tout de même trouvé le moyen de faire une crispation sur le seul point qu'elle n'avait pas accepté, qui était le point 27, et qu'elle a fini par accepter hier soir, probablement par peur d'une explosion de sa coalition gouvernementale et donc d'une déstabilisation de l'Allemagne et peut-être de l'Europe. Mais ce point, de toute façon, est très loin d'être mis en œuvre. L'accord d'hier soir est pour l'instant totalement virtuel. On peut avoir de très forts doutes sur sa mise en œuvre, parce que de toute façon, il n'est probablement même pas légal et probablement pas faisable techniquement. Donc on n'est vraiment pas au bout de la crise. Pour moi, on est au début. D'ailleurs, le SPD a attiré l'attention de l'ensemble de la classe politique aujourd'hui sur ce point. Elle va demander énormément de précision et il n'est pas certain que le SPD, au bout du compte, acceptera de souscrire à cet accord. Elle met des conditions extrêmement strictes qu'elle a déjà posées aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout à la fin de la crise. Les choses ont été sauvées pour la façade hier soir. Et Seehofer est toujours là et va continuer à avoir de mauvaises relations avec Merkel. Ils ne peuvent plus travailler ensemble. C'est très simple. Donc, de toute façon, tout ça est totalement artificiel. Pour vous, leur alliance est condamnée. Mais il y a d'autres solutions. Mais il y a d'autres solutions. Oui. C'est ça la bonne nouvelle. Seehofer peut partir, mais il y a au moins 5 ou 6 scénarios qui tiennent la route. Les libéraux, même si lui part. Le retour des libéraux auprès de la CDU. Seehofer peut partir, oui. et la CSU reste. Ensuite, s'ils partent, elle a un gouvernement minoritaire, mais juste de devoir. Enfin, il y a 6 scénarios possibles. On y reviendra probablement. D'accord. On évoquera ça, Stéphane Simons. Pour vous, l'épisode hier, est-ce qu'il clôt définitivement la politique d'ouverture migratoire initiée par Angela Merkel, ou est-ce que, comme vient de le dire Michel Weinachter, cette politique était déjà plus ou moins close depuis un moment? Néanmoins, vous le dites, elle a accepté hier, Angela Merkel, les 63 points qui lui étaient soumis par Horst Seehofer. C'est une victoire très large du ministre de l'Intérieur? Non, pas du tout. Je crois qu'en fait, il a perdu dans ce combat. C'est un combat de chiffonnier. Ils se sont Enfin, non, c'est lui qui a traité Merkel alors d'une violence. Michel vient de le dire. C'est incroyable. Encore 2 jours, il voulait démissionner en disant que, écoutez, c'est moi qui a fait Merkel la chancelière. Je ne veux pas me faire limoger par cette dame. Enfin, et ça, au sein d'un gouvernement, nous avons une fronde en Allemagne avec un frondeur qui est M. Seehofer. Alors, est-ce qu'il va rester, il va partir? Je crois, si la CDU, suite à ce combat, certainement, venu le 14 octobre, va prendre encore une chute très dramatique, et que vous parlez des élections en Bavière. Tout le combat était quand même mené avec l'idée que en prenant une position radicalement à droite, on peut dépasser l'AfD, donc l'extrême droite. Et la CSU peut perdre la Bavière? Perdre, non, je ne pense pas. Mais l'idée, c'était revenir à une majorité où s'en approcher. 42, 46, 48%, comme Seehofer l'avait fait dans le passé. Mais là, tous les chiffres lui donnent plutôt autour de 36, et c'est l'AfD, donc l'extrême droite, qui a gagné par cette discussion tout à fait lumineuse. Pascal Joannin, est-ce que la politique de l'Allemagne envers l'immigration a changé depuis hier? Non, pas vraiment. Ça a déjà été dit, donc la politique migratoire a été mise en avant par la CSU pour des raisons bassement de politique intérieure. Il y a des élections en Allemagne, en Bavière, le 14 octobre. La CSU est en train de les perdre, c'est-à-dire qu'elle est en train de perdre la majorité avec laquelle elle gouvernait jusqu'à présent, ce qui voudrait dire que le 14 octobre, si elle n'a que les 36% qui lui sont impartés aujourd'hui crédités dans les sondages, elle sera obligée de faire un gouvernement de coalition qui serait une révolution en Bavière. Donc en effet, pour des raisons de politique intérieur, M. Seehofer, qui représente que lui-même, parce qu'il n'est plus ministre-président de la Bavière, il est président de la CSU, mais il n'est plus ministre-président de la Bavière, a mis à bras de fer avec la chancelière, qui, à mon avis,
il a perdu. Il a perdu d'abord au sein de la CSU, parce que je ne pense pas que la position qu'il partage, est partagée par d'autres membres de la CSU, dont M. Dobrindt et M. Söder, qui sont les nouveaux et qui ont un peu l'ambition de diriger le parti maintenant. Ils aimeraient bien que Crazy Horse, comme on l'appelle en Allemagne, passe le tour. Eux veulent maintenir l'alliance historique. Oui, ils veulent prendre. Parce que de toutes les façons, personne, mais absolument personne n'a intérêt à de nouvelles élections en Allemagne aujourd'hui. Puisque, à la limite, ce serait encore la CDU qui serait devant tous les autres partis, mais et la CSU et le SPD seraient en baisse par rapport à l'année dernière. Donc, personne n'a intérêt. Donc, de toutes les façons, Merkel a accepté pour la forme l'accord de Seehofer pour préserver sa coalition, parce que là, pour le coup, ce qui était en jeu, c'était l'éclatement ou non du gouvernement. Ça n'est pas le cas. Oui. Le SPD va pas le faire, même s'il grogne un petit peu en disant « Oh là là, c'est pas bien ce qu'a fait monsieur la CSU, ça va pas bien dans le bon sens ». Mais ils ne vont pas non plus tordre le bras à la chancelière, parce que eux aussi dans une position politique qui est plus difficile. Donc je crois que pour l'instant, c'est en effet Merkel qui tire les marrons du feu. Le SPD, là, dans la réunion qui se déroule en ce moment même, ne va pas mettre au pied du mur Angela Merkel. C'est ce que vous dites. Ils vont certainement avoir des arguments. Ils vont avoir des arguments, mais je ne pense pas qu'ils prennent la responsabilité de faire tomber le gouvernement. Il faut voir que M. Steinmeier, le président de la République allemande, d'un côté, il est SPD, ou M. Schäuble, qui est le président du Bundestag, ont tous les deux joué de leur plein rôle, c'est-à-dire de président de la République et de président tout le week-end, pour justement préserver tout ça, parce qu'on sait très bien quel serait le scénario noir si en effet ce gouvernement tombait. Ingeborg Grässle, on va peut-être faire intervenir Ingeborg Grässle. Ça a été très difficile de constituer cette majorité, ça a pris plusieurs mois, de convaincre le SPD de rempiler d'une certaine manière pour cette grande coalition. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec l'accord d'hier, il faut voir, peut-être quand même lire clairement qu'il prévoit de renvoyer les demandeurs d'asile déjà enregistrés ailleurs dans l'Union européenne vers les pays d'entrée, ou à défaut de les refouler vers l'Autriche? Est-ce que ça ne risque pas de dissuader le SPD de poursuivre l'expérience avec vous? Vous savez, il va falloir expliquer ce que c'est cet accord d'hier. Angela Merkel a tenu à une solution européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Les procédures de Dublin prévoient qu'on peut tout à fait renvoyer les demandeurs d'asile qui ont demandé l'asile dans un pays autre que l'Allemagne. Mais il faut vraiment avoir des accords avec le pays où ce demandeur d'asile est refoulé. Et là, je crois que l'accord d'hier a encore fait clair ça, que même en Autriche, il faut l'accord du gouvernement autrichien pour ramener quelqu'un dans un autre pays que l'Autriche. Alors, je crois que ce à quoi tient Angela Merkel, c'est de ne pas s'écarter du chemin européen. Et ça, je trouve ça très bien et très important. Et là, la CSU a cru qu'on peut faire ça sans le partenaire européen. Et heureusement que Angela Merkel a pu avoir raison là-dedans. Et je crois que c'est pour ça que je crois qu'elle est plus forte que jamais. Et je crois que la SPD, les sociodémocrates, c'est ce qu'ils veulent aussi. Ils veulent maintenir l'Union européenne. Alors, ils vont regarder de très près quelle est la relation qu'on aura avec ce genre d'accord avec le partenaire européen. Si on lit l'accord d'hier, il faut dire qu'on a vraiment tout fait pour ne pas brusquer l'Autriche, pour ne pas brusquer les autres pays européens. C'est pour ça que je suis très content de ça. Mais je crois de toute manière que ça n'a pas valu la peine d'avoir ce genre de houhou de la part de la CSU. Je me demande vraiment où on est. Franchement, ça, c'est de l'inouï et ça aura des conséquences, ça c'est clair. Mais en ce qui concerne la CDU, je dois vous dire que la CDU est plus unie que jamais parce qu'on est vraiment de l'avis qu'on ne peut pas laisser traiter une chancelière ou notre chef de parti CDU comme ça par notre petite sœur. On a peut-être pris garde de ne pas brusquer l'Autriche, mais en tout cas, la réaction côté autrichien aujourd'hui, elle est sans appel. Vous allez la lire sans doute. Nous serons obligés de prendre des mesures pour éviter des désavantages pour l'Autriche et sa population et pour protéger nos frontières sud en particulier. Autrement dit, c'est le risque d'une réaction en chaîne. Est-ce que c'est ça qu'il faut craindre, Michel Wenachter? Alors d'abord, je ne partage pas totalement l'avis de Madame la députée qui naturellement soutient sa chancelière et trouve qu'elle en sort renforcée. Pour ma part, je ne partage pas tout à fait cette opinion.
l'opinion parce qu'elle est quand même assez abîmée. Même son image, son autorité est entamée. Tout de même, hier soir, elle a quand même accepté que Seehofer reste son ministre des Affaires étrangères, donc son ministre de l'Intérieur. Oui, je pars déjà à l'étranger parce que justement, il va y avoir des conséquences. Et l'ironie de l'histoire, c'est que justement, Seehofer risque de faire provoquer cet effet domino en Europe que Merkel voulait éviter à tout prix. Donc en réalité, ça peut tout à fait se retourner contre la volonté même primaire d'Angela Merkel, qui était justement de trouver une solution européenne. Et comme vous le disiez, la réaction de Kurz aujourd'hui est tout à fait révélatrice à cet égard. C'est-à-dire qu'en réalité, Seehofer joue contre ses amis populistes qui sont de l'autre côté de la frontière, du côté autrichien ou du côté italien, puisqu'il veut leur renvoyer les gens. Et Kurz a fait comprendre aujourd'hui très clairement qu'il n'était absolument pas d'accord avec cette solution. Donc en réalité, cet accord, il est loin d'être mis en œuvre. Il est resté très vague hier et tout reste à préciser. Et je ne suis pas du tout sûr qu'il pourrait aboutir et être mis en œuvre. Et s'il l'est, ça créera un effet domino tout à fait dommageable à l'Europe et totalement contraire à la volonté d'Angela Merkel de traiter le problème à la seule échelle pertinente, qui est effectivement l'échelle européenne. Oui, je vais vous lire la réaction de Sebastian Kurz, le chancelier autrichien. Si cet accord entre en application, il ne peut que nous pousser à prendre des mesures en vue de prévenir toute conséquence négative pour l'Autriche et sa population. Autrement dit, on va avoir des mesures de rétorsion, Stéphane Simons, de la part de l'Autriche, et puis on le verra aussi de l'Italie peut-être. Oui, mais mes collègues l'ont dit, c'est un agrément qui est tout à fait virtuel. Le problème est dans les détails. Enfin, virtuel, les centres de rétention, ils figurent quand même très clairement. Rétention, ça veut dire quoi? On va avoir des centres de rétention à l'intérieur de l'Allemagne, où les gens vont rentrer sans vraiment rentrer à l'intérieur de l'Allemagne. Alors, ils vont devoir faire patte blanche pour dire est-ce qu'ils sont déjà passés dans un autre pays en Europe et est-ce qu'ils ont déjà déposé ailleurs une demande d'asile. Si c'est le cas, il sera renvoyé. Mais renvoyé en Autriche, mais l'Autriche vont dire grand merci, on n'en veut pas. Pareil pour les Italiens. Et donc c'est le seul pays qui n'a pas son mot à dire, visiblement, dans les accords de renvoi. Donc ça va rentrer dans le mur. Et en plus, pour de vue chiffre, il y a à peu près 110 personnes par jour qui sont dans cette catégorie de gens à renvoyer. En Bavière, il y en a 3. À peu près un par jour qui frappe à la porte de Bavière et qui déclare ou en trouve par moyen de chiffrier que voilà, le monsieur, madame était déjà ailleurs, déposé sa candidature. Donc c'est un non-problème. C'est un non-problème qui est un problème vraiment de la CSU qui pour vraiment des considérations bassement électorales et craignant en effet que l'AfD, qui est donc un parti plus à droite que la CSU, gagne ou tout du moins vienne les perturber, prend des positions qui sont contraires à ce qui a toujours été la doctrine de ce parti politique qui est très européen. Pourquoi Pascal Joannin avoir désigné l'Autriche comme pays de destination? Alors, je ne comprends pas parce qu'en effet c'est la frontière en effet de la Bavière avec l'Autriche, c'est en effet la principale frontière. Donc dire on ne veut pas des réfugiés en Bavière voulait simplement dire qu'ils repartiront en Autriche puisque la frontière c'est la frontière avec l'Autriche, il n'y en a pas d'autres. Peut-être parce que sur les 4600 entrées non autorisées cette année, la moitié viennent d'Autriche, mais la moitié seulement. Mais voilà, mais le problème c'est que si Seehofer avait fait cette politique en 2015, au moment où en effet Mme Merkel accueillait généreusement 1 million de réfugiés, on aurait compris que c'était la clé du problème, etc. Mais 4 ans après, et ça a été dit sur ce plateau déjà, la question migratoire a largement diminué. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est plus la réalité de l'afflux massif de migrants. Il faut arrêter, c'est plus ça. Mais c'est simplement des considérations vraiment bassement électorales. Et donc, de jouer le nationalisme contre l'Europe, c'est vraiment quelque chose qui va être reproché à la CSU, parce qu'il y a d'autres députés, et Mme Grezle a des collègues au Parlement européen qui sont de CSU. Je ne vois pas comment aujourd'hui ces députés européens peuvent être fiers de leur leader, puisque c'est le leader de la CSU, alors que c'est complètement contraire à tout l'engagement européen de la CSU en Europe. Oui. Ingeborg Grezle, pourquoi l'Autriche? Pourquoi avoir désigné l'Autriche comme pays destinataire des migrants qui ne seraient pas à réaccepter dans leur pays de première entrée? Non, vous savez, il y a une double dimension. Premièrement, le ministre de l'Intérieur allemand aura le plaisir de négocier l'accord avec l'Autriche lui-même. Alors c'est pour moi une espèce de cerise sur le gâteau. Il se rendra à Vienne prochainement pour y rencontrer effectivement Sébastien Kurz. Voilà, c'est ça. Et vous savez, c'est au niveau procédure administrative. C'est-à-dire, bien sûr qu'on ne peut pas fermer sa frontière sans se mettre en accord avec l'Autriche. Alors,
qu'est-ce qui arrive avec les demandeurs d'asile qu'on ne veut plus dans le pays? On va les mettre dans des zones de transit pour les renvoyer dans le pays autre que l'Autriche. Il faut les renvoyer dans un autre pays, là où ils ont fait leur demande d'asile. Vous savez, en Allemagne, on a le problème, on a 60 000 demandeurs d'asile qui ont demandé l'asile dans un pays autre que l'Allemagne. Si on veut les renvoyer, on n'arrive pas à les attraper parce qu'ils ont disparu. Là, je crois qu'ils veulent résoudre ce problème-là. Mais je vous assure que c'est au ministre de l'Intérieur allemand de négocier tout ceci avec l'Autriche et de trouver un accord maintenant avec l'Autriche sur la base de ce que la CDU et la CSU ont accordé ensemble. Oui. Je crois qu'il y a une justice dans cette histoire-là, c'est-à-dire lui-même, il aura le devoir de le faire et de mener à bien cet exercice-là. Alors, vraiment, bonne chance. On comprend l'ironie politique, effectivement, d'une certaine manière, faire assumer par le responsable de cette crise la mise en œuvre maintenant de cet accord. Toujours est-il que ça place quand même l'Europe, parce qu'elle est dans une situation difficile. Ça complique encore les choses en Europe, non? C'est contraire, de toute façon, à l'esprit européen, puisque Mme Merkel voulait une solution européenne qu'elle a négociée pas plus tard que vendredi dernier avec l'ensemble des 27 autres partenaires, parce que, en effet, la question migratoire, c'est une question qu'on doit régler ensemble. S'il y en a un qui dit mes règles sont celles-ci, et bien entendu un autre pays qui dit mes règles sont celles-là, ça n'est pas réaliste. Donc il faut vraiment que ce soit une politique européenne. Et là, on a l'impression que sous la pression de l'aile droite du gouvernement, la CSU, on fait fi de ces règles européennes pour dire on va régler le problème, nous, avec les autres. Mais il faut donc que l'Allemagne ait des conventions avec les 27 autres pays qui sont supposés être ceux de première entrée. Le chiffre a baissé. On revient finalement au bilatéral. On a l'impression, on a l'impression de revenir à quelque chose qui était vraiment le contraire de ce que Mme Merkel souhaitait avoir la semaine dernière, cet accord européen. Et on voit bien que la réaction de M. Seehofer, c'est de dire mais cet accord européen ne sera pas mis en œuvre, donc on va en créer un autre spécialement. Mais on vient de le dire aussi, l'accord spécial va avoir du mal à se mettre en œuvre. Donc je pense en effet que c'est complètement vraiment fou de la part de M. Seehofer d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment contraire aux intérêts de l'Allemagne en Europe. Et avec le danger, si je veux juste ajouter, qu'il y a un effet domino, parce que ça va se redupliquer dans tous les autres pays. Matteo Salvini le dit, si l'Autriche veut faire des contrôles, elle en a tout le droit, nous ferons la même chose. Voilà. Exactement. Voilà, en fait, on est en train de commencer à entrevoir ce que des Seehofer, il en existe dans tous nos pays actuellement, peuvent provoquer en réalité comme effet pervers sur le fonctionnement de l'Europe elle-même. Alors évidemment, on peut fermer toutes les frontières, on peut commencer à contrôler toutes les frontières, enfin c'est tout simplement totalement irréaliste et je pense que nos citoyens ne le souhaitent pas. Maintenant, ce que fait Seehofer en Allemagne, il y en a plein d'autres qui le font en Europe, dans plein d'autres pays européens et en France aussi. C'est-à-dire que en réalité, on droitise son discours pour penser à aller chercher des voix et c'est pas du tout sûr que ce soit une tactique gagnante. On joue là avec des peurs et contre les chiffres et en fait le SPD s'est réjoui ce soir qu'on allait peut-être pouvoir revenir à un débat plus factuel parce que le problème c'est que tout est gonflé et totalement à contretemps. Seehofer a provoqué cette crise il y a 15 jours alors que les chiffres sont en baisse de 90% et ça c'est délibéré, c'est purement politique et ça arrive dans plein de nos pays européens et c'est extrêmement dangereux. Ingeborg Gräßle, est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi d'irresponsabilité de la part de la chancelière d'accepter ce type d'accord une semaine après avoir négocié avec ses partenaires européens sur la base d'une politique commune en matière d'immigration et de répartition des migrants en Europe? Mais cet accord d'hier est parfaitement en lien avec l'accord de la semaine dernière au sommet. Vous savez, rien ne se passe sans des accords bilatéraux avec les pays voisins ou les pays destinataires où les demandeurs d'asile ont demandé l'asile. Rien ne se passe jusqu'à ce qu'on ait un accord. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que Seehofer a dû renoncer à des mesures unilatérales. C'est un grand succès pour l'Europe et pour les procédures européennes. C'est pour ça que je suis assez optimiste que maintenant,
on peut vraiment discuter sur une base factuelle et on peut avoir des résultats maintenant. Et je vous assure que l'Allemagne a grand intérêt, la chancelière aussi, de sauvegarder les procédures européennes et les bonnes relations avec les voisins et les autres pays de l'Union européenne aussi. Et c'était la meilleure manière et le meilleur chemin pour arriver à cela. C'est pour ça que je suis vraiment assez contente. Il faut à tout prix renoncer à des mesures unilatérales. C'est votre opinion aussi, Stéphane Simons. Vous n'avez pas l'air convaincu. Est-ce que c'est vraiment en ligne avec ce qu'elle était décidée à Bruxelles? Je crois la vérité, c'est ce qu'elle a dit la dame la députée, c'est que rien n'est réglé. En fait, c'est vrai, rien n'est réglé. Mais pardonnez-moi, c'est un accord pour la galerie, pour satisfaire la CSU. Ça laisse aux deux grands personnages de cette bataille, donc à Mme Merkel, aussi à M. Serre, la possibilité de tirer l'épingle du jeu. Merci. Oui. Mais je crois qu'il y a quand même un grand dommage collatéral dans tout cela. C'est d'abord le standing de Mme Merkel au sein de l'Europe, qui après 13 ans au pouvoir est quand même été considérée toujours comme la machine. Enfin, le personnage central de l'Union européenne a énormément perdu son standing. Au point de se faire arracher un accord politicien. Voilà, tout à fait. Et en plus, ça augure mal pour les élections européennes l'année prochaine. Parce qu'on va avoir, encore une fois de plus, comme seul sujet où les partis vont se démarquer, surtout en Allemagne, cette malheureuse discussion sur l'immigration. Et ce qui est pire, c'est que pas seulement en Allemagne, mais tous les autres pays de l'Europe, même les nordistes, où on est plutôt ouvert, où l'économie va plutôt bien, on voit une croissance des partis de l'extrême droite qui tous mettent l'accent sur le sujet de l'immigration. Et ça, je trouve, c'est abominable. Alors, Élodie Dussopt, ça intervient justement au moment où l'Autriche prend la présidence de l'Union européenne. Sebastian Kurz, le chancelier autrichien, était au Parlement européen pour exposer justement sa vision à lui des priorités de l'Europe. On va l'écouter, suivi de ce qu'a dit le président justement du Parlement européen, Antonio Tajani. Notre devise est une Europe qui protège. Plus précisément, nous voulons nous concentrer sur les 3 priorités principales, et principalement la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale. La question de la fermeture des frontières internes ne résoudra pas le problème de la migration. Cela ne fonctionnera pas. Nous devons nous tourner vers les pays du sud de l'Europe, l'Italie et la Grèce, là où la fermeture des frontières créerait le plus de dégâts. Ces pays seront toujours en première ligne face aux arrivées massives. C'est un Italien qui le dit. Michel Weinachter, est-ce que là, on n'est pas rentré finalement dans un engrenage qu'on ne maîtrise plus quand on voit que même l'Allemagne conclut un accord de ce type? C'est bien Angela Merkel, elle, qui a ouvert son pays à plus d'1 million de réfugiés en 2015 et 2016. Alors en réalité, et ça il faut absolument aussi le dire en complément de ce qu'on a dit tout à l'heure, la crise migratoire ou l'histoire des flux migratoires, on n'en est qu'au commencement. Il faut dire la réalité. Oui, parce qu'on entend dire c'est terminé. Les flux, c'est 40 000 personnes aujourd'hui. Oui. Justement, c'est pour ça que je tiens à apporter ce complément. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un répit, ce qui prouve que les politiques qui ont été menées ces dernières années commencent à faire effet et à avoir des effets dissuasifs sur tous ceux qui Les négociations d'État à État avec la Turquie, avec la Libye. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je veux dire, l'Italie et la Grèce, on les a pas aidés. Enfin, c'est depuis Lampedusa 2014 que l'Europe a collectivement fermé les yeux sur tous ces problèmes. Donc là, maintenant, on les a laissés bien tout seuls avec leurs problèmes. Et du coup, effectivement, les populistes peuvent progresser sans trop de problèmes. Mais il est clair que cette question migratoire va rester une question centrale pour les années et même pour les décennies à venir. Parce que, ça veut dire qu'on a tort de dire qu'il n'y a pas de vague migratoire? Alors, il y a des flux migratoires. Maintenant, il faut arrêter d'être totalement auto-centré. Ce n'est pas du tout l'Europe qui absorbe l'essentiel des flux migratoires dans ce bas monde. Il n'y a qu'à regarder les flux migratoires au niveau mondial. Donc il faudrait peut-être arrêter de penser que on est les seuls qui sont concernés. Donc de toute façon, ce problème, il faut le résoudre d'une façon beaucoup plus globale. Et alors soit on décide effectivement de faire le village d'Astérix, mais enfin personnellement, je pense pas qu'on ait la potion magique, soit effectivement on adopte des solutions collectives qui seront pertinentes et qui protégeront non seulement nos frontières extérieures communes, mais également nos démocraties.
Le président justement de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a confirmé le montant d'un fonds à destination de l'Afrique d'une valeur de 4 milliards d'euros. Il s'est d'ailleurs dit désolé de ne pas voir les investissements embrayés derrière, puisque ce fonds doit permettre, au titre de garantie, de mobiliser un certain nombre d'initiatives privées. Pascal Joannin, est-ce qu'il y a vraiment une stratégie européenne face à cette crise des migrants? On se pose toujours la question, après 5 ans ou 7 ans, même après les révolutions arabes, et ce qu'elles ont déclenché notamment d'arrivées de réfugiés ici même en Europe. Mais la stratégie européenne qui peut être mise en place n'est que celle que les États membres veulent bien que l'Europe ait. Voilà. C'est simplement un discours qu'il faut que vous compreniez. L'Europe ne peut pas faire des choses que les États ne veulent pas qu'elle fasse. Donc si en effet aujourd'hui on en est là à commenter pourquoi l'Europe ne peut pas faire plus, c'est parce que Monsieur Kurz, Madame Merkel et tous les responsables européens veulent bien garder eux-mêmes leurs compétences là-dessus. Et puis quand ça craque, on dit « Ah, l'Europe ne fait pas ». Mais justement, Monsieur Kurz, puisque vous avez dit qu'il était au Parlement européen, il veut faire de la migration une des priorités de sa présidence du Conseil. Il n'est pas le président de l'Union, il est le président du Conseil, une des institutions. Et on a vu le président d'une autre institution qui est le président du Parlement. Donc en effet, si on veut, politiquement, et c'est un peu le sens de l'accord qu'il y a eu vendredi. C'est-à-dire, si on veut politiquement se dire qu'on doit régler cette question européenne, on peut faire en effet que l'Europe fasse mieux. Alors l'Europe, elle a déjà fait avec les moyens qu'elle avait. Elle a fait avec les moyens du bord. Et il y a quand même des choses. Il faut pas se voir à la face. Vous parlez d'un fonds. Le fonds, on l'a tiré à 4 milliards. On a fait des choses avec la Turquie pour 3 milliards. Mais si on veut vraiment faire une politique de long terme, on va en parler pendant longtemps, parce qu'une des questions qui se pose, c'est quel est le budget que l'Europe peut avoir pour régler cette question. Dans le budget actuel, il n'y a rien. Mais de quelle manière les États. Donc il faut attendre le prochain budget qui va arriver en 2021. En musclant Frontex, la police aux frontières, ou bien en faisant du co-développement? Alors, il faut faire. Ou en accueillant. Il faut faire du renforcement de Frontex, ça a déjà été fait. On a créé depuis 2015 l'Agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières. Et là, tout le monde est d'accord. Il faut bien entendu faire des choses pour aider les pays d'origine. Donc il y a déjà des accords qui ont été passés avec certains pays. Il se trouve que les trafiquants, c'est des trafiquants. Et il faut aussi lutter contre cette forme de criminalité organisée qui est le trafic d'êtres humains, parce qu'il faut bien parler de ça, parce qu'il y a des gens qui sont en effet exploités pour partir, etc. On les met sur des rafios qui sont absolument pas aux normes, et bien entendu ils se retrouvent à la limite de la noyade en mer, où en effet tout bateau qui passe, que ce soit un bateau militaire ou un bateau d'une ONG, est prié de les sauver. Donc en effet il faut régler tout ça en amont. Et c'est le sens de l'autre jour de cet accord pour faire des négociations avec des pays tiers. Pays tiers qui sont des pays africains. Mais on ne va pas le régler en un jour. Donc cette question de la migration, c'est quelque chose qui peut se faire seulement si les États veulent faire des choses, ils l'en feront. Mais ça va être du long terme avec des questions budgétaires qui ne pourront pas être faites avant 2021 et des questions de négociation avec les États tiers, pour le coup, non plus à l'intérieur de l'Union européenne, pour stopper l'arrivée de ces migrants. Parce qu'il y a une question aussi qu'il faut bien dire aussi, c'est que nous sommes un continent très riche. On est une des premières puissances économiques du monde, sinon la première puissance économique du monde, et on a une démographie qui est la plus faible. Donc forcément, l'apport migratoire, il va falloir qu'on le négocie, parce qu'il va falloir qu'on fasse appel à des gens extérieurs pour combler les lacunes de notre propre population. Et on peut le faire de manière négociée, ça ? Mais il faut le faire de manière négociée. Regardez au Canada, qui connaît le même problème, on négocie, on dit, voilà, on a besoin de tant de personnes. Et oui, mais les seules frontières du Canada, elles sont avec les États-Unis. Le problème n'est pas de même nature. Et pas de même nature. Mais là, il va falloir qu'on se mette ensemble autour de la table, et c'est le sens de cet accord de vendredi, qui n'a pas encore eu le temps d'être négocié, qu'on parle déjà de l'accord avec l'Allemagne. Voilà. Oui, vous vouliez dire. En fait, il faut peut-être arrêter d'agiter les chiffons rouges, revenir à du factuel et distinguer ce qui relève... Quand la France dit on n'accueillera pas sur notre sol, dans les centres notamment fermés, davantage de migrants ou de réfugiés, suite à l'accord européen, justement. Alors voilà, vous venez de prononcer les deux termes, de migrants ou de réfugiés. Et je pense qu'il faut être honnête et il faut être beaucoup plus clair sur ces termes. Il y a des gens qui sont en train de fuir des conflits. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de protection. Et si l'Europe ne les accueille pas, elle est... Comment dire ? Elle n'a plus de raison d'être. En revanche, effectivement, il va falloir que l'Europe s'organise. Et harmonise sa liste de pays sûrs. Exactement. Et fasse signe à tous ceux qui, en réalité, viennent
uniquement pour des raisons économiques. Voilà. Donc il va falloir trouver des solutions à tout ça. En revanche, il faut faire attention, ce sujet-là est absolument prioritaire, mais comme l'a dit Pascal Joannin, premièrement, il va falloir arrêter de demander à l'Europe de faire ce qu'on ne lui donne pas les moyens de faire. Et Frontex, je suis désolée, mais c'était prévu depuis Schengen et on n'a jamais vraiment mis en place. Donc là, on a perdu 20 ans et une fois que les faits sont là, on se plaint que l'Europe ne le fasse pas. Mais ce sont les États qui décident des moyens qu'on donne. Donc effectivement, et la deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas que cette question-là, parce qu'elle est agitée par les populistes, masque tous les débats extrêmement importants. Enfin, je veux dire, c'est totalement surréaliste. L'Allemagne est en plein débat budgétaire, la zone euro reste extrêmement fragile, on a des conflits commerciaux terribles avec les États-Unis, on a des millions de chômeurs en Europe, etc. Donc il y a le Brexit, etc. Donc il y a énormément de sujets. Donc il va falloir peut-être aussi un petit peu dégonfler certains sujets qui sont agités d'une façon populiste pour les traiter d'une façon plus factuelle et pour pas que ça serve de dérivatif à tous les autres problèmes que nous avons également à régler. Mais d'abord, il faudrait dégonfler l'ego de M. Seehofer. Espérons que c'est fait avec cette discussion qui, on peut s'espérer, va rester épisode. Mais je ne suis pas sûr du tout parce que ça peut revenir à tout moment. Merci beaucoup Stéphane Simons. Merci à Pascal Joannin et à Michel Weinachter d'avoir accepté de débattre. Restez avec nous, l'actualité continue et notamment la Coupe du Monde de football. On en parle dans un instant. Bienvenue à Moscou où jusqu'au 15 juillet, France 24 vous propose de vivre la Coupe du Monde au plus près de la compétition. Reportages, directs, interviews, retrouvez-nous tous les jours dans nos éditions, dans le journal du Mondial ainsi que dans le journal de l'Afrique. La Coupe du Monde, c'est sur France 24. Vivez en direct la Coupe du Monde de football sur France 24 et France24.com.